Bonsoir Dominique et bienvenue dans notre émission. Alors, je vais d'abord vous présenter, si vous le permettez bien, pour nos auditeurs. Dominique, vous êtes né en 1966 à Metz et vous passez votre baccalauréat à Mulhouse. Vous étudiez en France et en Italie, à Strasbourg, Rome, Reims, Paris. Et vous passez un doctorat à Rome et enseignez plusieurs années à Florence et à Rome. Vous êtes docteur en histoire de la philosophie de l'Université de Paris 4 Sorbonne et vous soutenez une thèse consacrée à Dante, rédigée sous la direction de Ruedi Imbach. J'espère que je prononce bien. À la demande de ce dernier, vous traduisez le Convivio, œuvre de Dante, c'est le banquet en français. Et après avoir travaillé 7 ans dans le cadre des institutions européennes de Strasbourg, vous vivez et enseignez à Paris auprès de plusieurs centres de formation au niveau universitaire. Vous êtes conférencier, polyglotte, français, anglais et italien. Vous vous intéressez beaucoup à 2 figures d'exception qui ont séjourné à Paris, Casanova et Oscar Wilde. Au sujet de ce dernier, vous préparez avec le casanoviste Stefano Ferrocci, j'espère que je prononce bien aussi, d'accord, un guide des lieux parisiens qu'a marqué Casanova et vous participez activement aux événements entourant l'exposition Oscar Wilde, l'impertinent absolu. Depuis quelques mois, après avoir présidé et fondé les cercles culturels Tommaso Cavalieri et Protagoras, vous présidez aussi l'association Cercle Ernest Renan de Paris, coordonnant des activités de recherche et des conférences dans le cadre de l'histoire des religions en lien avec plusieurs universités et maisons d'édition. Alors vous avez de nombreuses activités, ce qui ne vous empêche pas de cultiver 2 passions, Dominique, le cinéma, dont vous êtes un expert, et la littérature policière. Au fil des années, vous vous êtes intéressé également à l'occultisme et au savoir secret, aux grandes figures énigmatiques et à leurs messages de vie et de connaissances. Et c'est pour cela que je vous ai invité donc sur Radio Asso, puisque je souhaiterais que vous parliez à nos auditeurs d'une grande figure, celle de Michel de Notre-Dame. C'est un nom qui traverse les siècles et qui a fait couler beaucoup d'encre. C'est un homme qui a vécu 62 ans, je crois, et qui est né en 1503. Vous m'arrêtez si je dis quelques bêtises. Pouvez-vous nous parler de la vie un petit peu de Nostradamus et puis du contexte de son temps, de ses croyances et surtout, ce qui intéresse nos auditeurs, de ces prophéties, de ces fameuses prophéties. Alors tout d'abord, la vie de Nostradamus, qui a été quelque chose une vie trépidante. Alors le nom, d'abord, Nostradamus, c'est un nom qui fait tilt. C'est en fait lui-même qui a latinisé, alors on parle parfois d'un latin macaronique, pour dire que c'est un latin un peu fantaisiste, son nom de famille, qui est de Notre-Dame. Alors c'est un nom de famille récent, puisque c'est seulement en 1455 que le grand-père juif de Nostradamus va prendre un nom chrétien, c'est-à-dire Pierre de Nostradamus, en se convertissant. Une conversion qui était sincère, d'après sur les historiens du temps. Alors certains disent que le nom, évidemment, c'est une référence à Marie, à Sainte Vierge, de Notre-Dame. Notre-Dame, c'est la mère de Jésus, comme on le sait. Et peut-être ce nom, d'ailleurs, aura-t-il été choisi, non pas par le nouveau converti, le néophyte lui-même, mais par l'archevêque d'Arles, qui était le cardinal Pierre de Foix, une grande figure du XVe siècle. Donc depuis 1455, il y a une famille qui s'appelle de Nostre-Dame, on pourrait dire. Bon. Alors, ensuite, Nostradamus prend un pseudonyme, c'est-à-dire latinise, mais le latinise de façon un peu étrange, parce que Notre-Dame en latin, ce serait normalement Nostra Domina. Et en prenant Nostradamus, en fait, ce que ça veut dire, Damus,
nous donnons nostra les nôtres. Donc il veut dire par là que c'est quelqu'un qui va livrer des messages et qui va faire aussi du bien autour de lui. Alors, reprenons, si vous voulez, de ce que vous venez de dire. Il avait un grand-père ou un arrière-grand-père juif. Et selon grand-père, oui. Arrière-grand-père aussi, forcément, mais le grand-père était juif. Voilà. Et il semblerait, de ce que j'ai pu lire, qu'il ait répudié sa femme. Oui. À cette époque, oui, c'est évidemment un contexte qui aujourd'hui nous semble un peu choquant. C'est ce qu'on appelait à l'époque le privilège paulin. Alors c'est très compliqué à comprendre peut-être pour nos lecteurs, parce que ça ferait recours à la théologie. Contrairement à l'opinion dominante, on pense que le mariage est toujours indissoluble. C'est pas tout à fait vrai. Il y a un cas où l'Église catholique ne reconnaît pas le mariage comme absolument indissoluble. C'est lorsque l'intérêt de la foi est en cause. Par exemple, si vous êtes marié avec quelqu'un qui est infidèle, qui n'a pas la foi, eh bien, lorsqu'on considère qu'il y a une menace pour votre vie spirituelle en restant marié avec cette personne, le mariage peut être dissous. Et c'est ce qu'on appelle, c'est un terme un peu technique, privilège paulin, ça fait référence à un extrait d'une lettre de Saint Paul. Et effectivement, alors c'est un point secondaire, une anecdote, mais il est certain d'ailleurs que le grand-père de Nostradamus, donc Pierre de Nostradame, était convaincu de sa foi catholique. Oui, et il aurait répudié sa femme parce qu'elle n'avait pas voulu adhérer donc à la religion, semble-t-il, catholique. Elle avait voulu Tout à fait, parce qu'elle ne voulait pas épouser, comme lui, se convertir. Qu'est-ce que nous savons sur l'enfance de Nostradamus? C'était un enfant espiègle, intelligent, j'ai entendu dire. Oui, intelligent, drôle. Il a passé une partie de son enfance à Avignon. Il est né à Saint-Rémy de Provence en 1503, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est un enfant à la fois espiègle, oui, je crois que c'est juste, très intelligent, très drôle. Il y a un adjectif latin qui le définit quand même, mordax. Alors mordax, on peut deviner ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il avait cet esprit un peu taquin, une vive intelligence qui le faisait être un peu piquant aussi, quelquefois. Avec une mémoire, semble-t-il, très importante. Oui. Mémoire extraordinaire. Il faut dire aussi qu'à cette époque, la mémoire était davantage sollicitée, surtout lorsqu'on faisait des études de médecine, qu'on devenait apothicaire. Et on apprenait par cœur des pans entiers des œuvres, que ce soit les textes sacrés ou que ce soit des textes profanes. Mais de fait, il a une mémoire extraordinaire. C'est une intelligence hors du commun. Une intelligence hors du commun. Comment a-t-il vécu? Qu'est-ce qu'il a? Vous avez dit, il a fait des études d'apothicaire. Enfin, il était apothicaire et peut-être des études de médecine. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a été aussi connu? Comment est-il parvenu, je dirais, à la cour de Catherine de Médicis? Alors c'est un long chemin, c'est pas arrivé immédiatement. Donc à partir de 1533, il y a d'une certaine façon le lancement du jeune Michel de Nostradame, jeune relativement, il a quand même 30 ans. C'est-à-dire que c'est quelqu'un comme finalement les druides de l'ancienne Gaule qui a pris un temps pour, non seulement on dirait pour se former, mais pour devenir déjà un savant et un sage. Alors en 1533, il va s'établir à Agen et à domicile exercer la profession de médecin auprès de quelqu'un qui est très important, qui s'appelle Giulio Cesare Scaligero, qu'on appelle quelquefois Scaliger. Alors, il est très connu de nos petites têtes blondes, les lycéens et les collégiens, puisque c'est lui qui a inventé, dit-on, pour les pièces de théâtre, la règle des 3 unités de temps, de lieu et d'action. Donc c'est un savant, un humaniste, quelqu'un qui a un grand charisme personnel et qui va marquer Nostradamus. C'est d'ailleurs pour ça que Nostradamus va donner à un de ses enfants, plus tard, bien plus tard, le prénom de César, donc de Cesare, ça correspond à Cesare. À cette époque, Nostradamus fabrique des pommades, des onguents, il se marie. En 1534, il épouse Henriette d'Ancos, qui va lui donner 2 enfants, un garçon et une fille. Mais c'est un mariage qui ne va pas être très heureux, parce que les 3 vont mourir, donc Henriette et les 2 enfants, de la peste assez rapidement. À cette époque, il est déjà un peu suspect aux yeux de l'Inquisition. Donc on soupçonne de faire des pratiques occultes, des pratiques mystérieuses, peut-être sataniques, qui sait, et d'être hérétique. À un moment donné, il est convoqué par le tribunal de l'Inquisition, mais il ne s'y rend pas. Il ignore tout simplement la convocation, ce qui montre que, bon, peut-être le tribunal de l'Inquisition, à cette époque, n'était peut-être pas aussi redoutable, d'ailleurs, qu'on l'a dit. En 1539, il se rend à Bordeaux pour un voyage qui va être très marquant. Bordeaux qui sera plus tard la ville de Montaigne. Il y a certainement un lien, on peut dire une connivence profonde entre les 2 personnages, même
s'ils ne se sont pas connus et fréquentés. De 1540 à 1545, c'est le moment d'un grand tour de France. N'oubliez pas qu'il est veuf. C'est un jeune veuf, jeune veuf sans enfant. Donc c'est comme un célibataire, il peut se consacrer aux études et aussi à découvrir de nouvelles régions, à rencontrer de nouvelles personnes. Oui, parce donc qu'on il va voyager dans toute la France. Oui, dans toute la France, on le retrouve à Bar-le-Duc, à Agen, à Bordeaux. Tout à fait. Alors, Bar-le-Duc, il y a la fameuse guérison de cette mademoiselle Théry qui fera couler beaucoup d'encre. En Belgique, il va séjourner probablement à l'abbaye d'Orval, donc qui est une abbaye cistercienne, pour y étudier, là aussi, des secrets d'apothicaire. Donc, c'est quelqu'un qui n'a jamais cessé d'étudier, d'apprendre, vous voyez. Il est toujours en train d'apprendre. Apprendre et voyager, beaucoup voyager en même temps. Transmettre aussi déjà, et guérir. Alors, en 1544, il passe un certain temps à Marseille pour étudier la peste. Et il va d'ailleurs trouver une sorte de remède prophylactique pour combattre la peste, peut-être pas totalement efficace, mais qui néanmoins devait soulager un certain nombre de malades. En 1547, il va s'établir à Lyon un peu plus tard, et là il va être l'ennemi juré de celui qui faisait autorité en matière médicale à Lyon, qui est Pierre de Sarrazin, qui est tout simplement jaloux. Mais, si vous voulez, à cette époque, il n'est pas encore introduit à la cour de France, ça viendra plus tard. Il faut savoir qu'en 1547, donc après ces années de voyage, de découverte, de rencontres, il va se fixer, enfin relativement, puisqu'il va quand même beaucoup voyager, se marier une deuxième fois avec une certaine Anne Ponsard et s'établir à Salon de Provence. Il aura 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. D'accord, c'est la deuxième partie de sa vie, à partir de 40 ans. Alors, est-ce qu'on peut dire deuxième partie de sa vie? Pas vraiment, c'est le deuxième mariage. Deuxième mariage. Mais on peut dire que le deuxième partie de sa vie, ce sera plus tard, finalement. Je crois que pratiquement, si on veut établir 2 parties dans la vie d'un personnage comme Nostradamus, je crois que la césure, si césure il y a, comme ça fait une césure, mais une deuxième partie, ce sera plutôt à partir de 1555, lorsqu'il va vraiment se lancer dans les prédictions et qu'il va également devenir un conseiller écouté à plus large échelle. Donc c'est seulement à peu près à 52 ans qu'il a une notoriété véritablement, on pourrait dire, l'expression est malheureuse parce qu'il n'y a pas de nation, mais enfin au niveau de tout le pays, au niveau national. Enfin, au départ... En 1547, il voyage encore, vous savez. 1547, il a 44 ans. Donc il voyage, il part en Italie, et pendant 2 ans, il va étudier en particulier l'effet des confitures. Les confitures, tout ce que les confitures peuvent apporter, non seulement comme plaisir, mais aussi comme bienfait. Et il va même écrire en 1552, à 49 ans, un traité des confitures et fardement. Il fera date. Et fardement, vous dites, c'est-à-dire des onguents, des pommades. Voilà, c'est ça, exactement. Ça reste un apothicaire. Hein. À cette époque, il n'a pas encore une notoriété exceptionnelle comme astrologue. Il faut dire que tout le monde pratiquement pratiquait l'astrologie et essayait de formuler des prédictions à partir donc du mouvement des astres. C'est en 1550 qu'il publie un almanach, la première fois un almanach populaire. Vous savez ce qu'est un almanach? C'est à partir évidemment d'une évocation de la suite du cycle des saisons, des jours et des saisons, et en rapportant ce qu'il y a eu dans le passé, parce que ça va être la méthode typique de Notre-Dame, de Nostradamus, qui était pratiquée par d'autres, qui est encore pratiquée aujourd'hui, vous savez, quelquefois par les climatologues. Il y a ce qu'on appelle le calendrier perpétuel, c'est-à-dire qu'on reprend les calendriers passés pour voir le temps qu'il a fait à telle année, et pour dire, en fonction de cela, on peut supposer que cette année, il va aussi faire mauvais, faire très froid, ou faire très chaud. Enfin, c'est une méthode très, très appliquée encore aujourd'hui. Mais il soignait aussi en fonction des astres, des humeurs. C'est-à-dire, les astres, à l'époque, vous m'arrêtez, hein, si je dis quelque chose qui n'est pas exact, à cette époque, les humeurs, enfin, on considérait que les astres avaient une influence sur les humeurs, et en fonction donc de la disposition des astres, il soignait. Donc c'était un petit peu cette méthode pratiquée par d'autres, mais aussi par Michel de Notre-Dame. Alors c'était on peut dire une croyance commune, mais pendant tout le Moyen-Âge, ça a été une croyance commune. Même les papes étaient convaincus d'une certaine vérité de l'astrologie. Alors quelle est la vérité de l'astrologie? Comme vous l'avez fort bien défini, Sabrina, c'est l'influence. Alors c'est pas un déterminisme. Déterminisme, ça voudrait dire qu'il n'y a pas moyen d'y échapper. C'est une influence, c'est ça le terme, on pourrait dire conditionnement, des astres, alors à la fois sur l'âme et sur le corps. Oui. Donc sur la santé, mais aussi bien sûr sur l'état qu'on qualifierait aujourd'hui de psychique. C'est ainsi qu'il va soigner en 1559 par exemple un cousin de la reine
Catherine de Médicis, qui s'appelle Lorenzo Strozzi, qui était atteint d'une terrible goutte et qui était à l'époque évêque de Béziers. Alors c'est comme cela qu'il est arrivé à la cour ou c'est par un autre moyen? C'est comme cela, il a eu ce qu'on appelle une notoriété, donc il a été consulté, vous savez, à l'époque. D'ailleurs, ce n'est ni nouveau ni ancien. Pendant tous les âges, les gouvernants ont toujours consulté, que ce soit des astrologues, que ce soit des voyants, jusqu'à François Mitterrand, avec Elisabeth Tessier. Et Catherine de Médicis est entourée, effectivement, de personnes qui peuvent le conseiller. Le plus célèbre, c'est Cosimo Ruggieri, dont on peut reparler tout à l'heure si vous voulez, et qui vit à Paris avec Catherine de Médicis. Oui. Alors, à partir de 1555, il devient véritablement, on dirait aujourd'hui, un consultant astrologue, c'est-à-dire qu'on vient le consulter pour savoir ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut engager une bataille à tel moment, ou est-ce que tel jour sera favorable à la victoire ou non. Mais cela lui vaut des ennuis. Hein. Cela lui vaut des ennuis. En 1561, il y a une ordonnance, l'ordonnance d'Orléans, qui a été promulguée par l'un des grands adversaires de Nostradamus, qui est Michel de l'Hôpital, un autre Michel. Alors, pas par jalousie, comme on l'a quelquefois dit, Michel de l'Hôpital est très connu pour avoir souhaité éviter la guerre entre catholiques et protestants, la guerre civile en France, mais c'était aussi un juriste un peu scrupuleux, et il considérait que écrire des almanachs sauvages, si vous voulez, comme le faisait Nostradamus, lancer des prédictions sans l'aval de l'autorité à la fois politique et ecclésiastique, c'est-à-dire ce qu'on appelait l'imprimature ou nihil obstat. Quand on écrivait, il fallait que l'évêque dise il faut que ce soit imprimé, il n'y a rien qui fasse obstacle à la foi. Donc Michel de l'Hôpital en voulait à Nostradamus et a tenté de le brider. D'ailleurs, on a un épisode sur lequel d'ailleurs on ne connaît pas énormément de choses, mais qui est tout à fait significatif. C'est le 23 novembre 1561, le jeune roi, il est tout jeune, il a 11 ans, donc ça veut dire que ce sont les ministres, qui s'appelle Charles IX, intime au comte de Tende, qui est le gouverneur de province, donc qui avait juridiction sur Nostradamus, qui vivait en Provence, on le rappelle, d'arrêter Nostradamus, ce que d'ailleurs le comte de Tende va faire, puisque c'est un ordre royal, et Nostradamus sera arrêté quelque temps, je ne sais pas combien de temps d'ailleurs, à Marignane, dans une forteresse. Pourquoi? Parce qu'il aurait désobéi précisément aux règles qui voulaient qu'on ne peut pas publier des almanachs ou des prédictions sans autorisation supérieure. Mais c'est tombé à l'eau à la fin, vous voyez. On a l'impression que les persécutions dont a été victime Nostradamus n'ont jamais vraiment abouti, et pour cause, parce que probablement ceux qui l'inquiétaient étaient les premiers à lui demander conseil. Donc il s'était dans une sorte de contradiction, et c'est la raison pour laquelle il n'aura pas véritablement de graves ennuis. Et alors, même en 1564, quand Charles IX, Catherine de Médicis et le tout jeune Henri de Navarre, qui a 11 ans, qui est le futur Henri IV, entreprennent ce grand tour de France pour se faire connaître, pour réconcilier catholiques et protestants dans le sud de la France, eh bien, ils vont voir saluer ce Michel de Nostradamus, qu'il respecte comme faisant autorité d'une certaine façon. En fait, dans l'imagerie populaire, on pense que Michel de Notre-Dame était le conseiller de la cour et qu'il avait séjourné à la cour pratiquement toute sa vie. Mais c'est absolument pas le cas, en fait. C'est pas le cas. C'est pas le cas, oui. C'est un homme qui était apothicaire, médecin, qui a beaucoup, je dirais, voyagé, qui a fait de multiples choses et qui a passé quelque temps, on dira, à la cour seulement. Oui, en 1555, il est venu à Paris parce que Catherine de Médicis l'a fait venir pour le consulter. Mais je crois qu'il faut quand même rajouter à ce que vous dites une considération qui est la suivante. On n'a pas besoin de voir quelqu'un longtemps pour être très marqué par une rencontre. Une personnalité aussi forte que Michel de Notre-Dame, peut-être il suffisait de le voir une demi-heure et d'avoir un échange un peu profond pour que beaucoup de choses soient conditionnées par cela. Vous savez, les choses les plus fortes dans notre vie, les personnes peut-être qui auront joué le plus grand rôle dans notre vie, les autorités spirituelles, les maîtres spirituels, ce ne sont pas forcément des gens qu'on a rencontrés très longtemps et très souvent, mais ce sont des personnes avec qui la rencontre a été très forte. Et il y avait, on dirait aujourd'hui que le terme est évidemment un peu anachronique, il remonte surtout à Max Weber et au début du XXe siècle, mais il avait du charisme.
Il avait du charisme, oui. Il avait du charisme, et ce charisme était impressionnant. Donc, une personne comme Catherine de Médicis, qui croyait beaucoup également dans les oracles et les prophéties, mais qui était également d'une grande intelligence, d'une grande sensibilité, a certainement été influencée par le charisme de cet homme. Alors vous avez des prophéties qu'on a attribuées quelquefois à Nostradamus qui viennent peut-être d'autres astrologues ou voyants de l'époque. Donc on ne sait pas trop, vous savez, on se fonde beaucoup sur des légendes postérieures. En fait, Nostradamus doit surtout, je dirais, sa notoriété à travers les âges. Hein. Je dirais qu'il est parvenu jusqu'à nous par les prophéties. Je pense que c'est voilà, par les prophéties. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous parler aussi, si nous avons le temps, de l'époque de Michel de Notre-Dame, une époque, je dirais, bien tourmentée, une époque de guerre de religion, une époque d'épidémie. C'est une époque où, bien sûr, l'épidémie dont vous parlez de la peste, qui sévira à plusieurs reprises et qui était souvent perçue comme un jugement divin. Donc, vous savez, quand la peste frappait une ville, les gens se demandaient, mais pourquoi la providence divine, qui est bonne, a-t-elle accepté qu'une telle maladie vienne décimer les gens? Et alors, on essayait de trouver une interprétation, ce qui veut dire que, par exemple, les Juifs où les protestants pouvaient souvent être victimes alors de violences. Parce qu'on disait c'est à cause d'eux, c'est parce que Dieu ne peut pas souffrir qu'il y ait des Juifs, ou ne peut pas souffrir une hérésie dans le royaume de France. Alors, ça c'est l'aspect évidemment des épidémies qui est très marquant. En même temps, je crois que ça donnait une intensité à la vie. Quand la vie est toujours menacée, quand vous vous dites qu'il y a de fortes chances que d'ici peu de temps vous mouriez d'une épidémie, je pense qu'on est plus dans on vit chaque jour avec une plus grande intensité. Ça, c'est une remarque que je fais en passant, mais qui me semble très importante pour comprendre les âges ultérieurs. Nous sommes un peu dans une époque blasée, tout simplement parce que nous n'avons pas, autant que dans les autres âges de l'histoire, le sentiment qu'il y a une épée de Damoclès sur notre tête, à savoir qu'on risque, avec un grand degré quand même de possibilité, ou bien de périr violemment d'une façon ou d'une autre, dans une guerre en particulier, ou alors d'être frappé par une épidémie. Nous avons le sentiment d'être dans une relative sécurité au plan de notre survie. On se dit, il y a peu de chances quand même de mourir violemment ou de mourir d'une épidémie. À l'époque, c'était tout le contraire. Donc ça donnait une intensité, une densité à chaque moment également de l'existence. Alors il y a le problème évidemment des guerres de religion. Il y a plusieurs guerres de religion, il y en a 8, on en distingue en général 8. Alors c'est ce conflit entre catholiques et protestants, et un esprit aussi large, aussi éclairé que Nostradamus va évidemment voir ça de très haut, puisque pour lui, la vérité, elle est toujours plus grande que ce que les différentes factions, ce que les différentes parties vont essayer de dire. D'autant plus qu'il est conscient que derrière les querelles religieuses, il y a souvent des intérêts et des ambitions de nature politique. Bien sûr, bien sûr. Alors, concernant donc, on parle des prophéties de Michel de Notre-Dame, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, ce sont un ensemble de quatrains qui sont regroupés évidemment en centuries, et qui sont écrits là, dans une langue étrange. Hein, vous savez, ça ressemble à du latin, ça ressemble à de l'ancien français, il y a un peu de provençal. Donc, la première chose à dire, c'est que finalement, quand on affronte le texte de Nostradamus, il faut d'abord essayer de traduire, c'est-à-dire de voir ce qu'il a exactement voulu dire. Et c'est une tâche qui n'est pas du tout facile. Donc c'est un premier travail en quelque sorte. D'où l'extrême difficulté. C'est un travail aussi de critique textuelle, parce que vous avez évidemment des quatrains tout à fait apocryphes et postérieurs qui ont été introduits, y compris en 2001, il y avait tout un délire, vous savez, après cet épouvantable épisode des Twin Towers, où on a prétendu que on a publié sur Internet certains textes prétendu de Nostradamus, qui ne l'était pas du tout, hein, qui était à l'époque d'ailleurs d'un étudiant assez brillant qui s'était livré lui aussi à des prophéties, mais c'était pas un texte de Nostradamus lui-même. Ça c'est la première difficulté, et là, c'est même de lire. Vous savez, quand vous lisez, vous avez l'impression, certains ont même dit, mais Nostradamus, il devait avoir des difficultés pour s'exprimer, parce que c'est très difficilement compréhensible quelquefois. La deuxième difficulté, c'est évidemment ce qu'on appelle l'interprétation. Certains ont dit, les quatrains de Nostradamus, c'est en fait une façon poétique de raconter l'histoire passée. C'est-à-dire qu'au fond, il ne s'agirait pas tant de
prédiction tout à fait précise pour le futur, mais il s'agirait au fond d'évoquer ce qui s'est passé et de raconter des événements anciens, mais de façon un peu mystérieuse, en laissant entendre que ces mêmes choses pourraient se reproduire de façon un peu analogue par la suite. Donc, ça, c'est une première ligne d'interprétation. Mais la deuxième dit qu'il y a aussi, et peut-être surtout, dans les centuries de Nostradamus, l'expression d'une clairvoyance. C'est-à-dire qu'il aurait, en quelque sorte, vu, de façon assez précise, un certain nombre d'événements à venir. Alors, dans cette deuxième ligne interprétative, vous avez des gens quand même assez célèbres. Vous avez par exemple Jean-Charles de Fontbrune, je pense que ce nom dira quelque chose. D'abord, c'est un monsieur fort sympathique, il avait énormément d'humour. Vous savez, quand on lui demandait par exemple, mais que dit Nostradamus au sujet de Ségolène Royal ou de Nicolas Sarkozy, il répondait, mais Nostradamus ne parle que de personnages importants. C'est quelqu'un qui a eu énormément d'humour et qui a effectivement travaillé de façon extrêmement précise les quatrains pour avancer un certain nombre de prophéties. Certaines se sont révélées fausses, notamment il y avait à un moment donné l'idée de l'assassinat du pape, d'abord Jean-Paul II, puis Benoît XVI, ça ne s'est pas vérifié. On pourra citer le quatrain tout à l'heure si on a encore le temps, mais pour d'autres, je crois que incontestablement, ce que dit de Fontbrune a au moins l'apparence de la crédibilité. On ne peut jamais savoir si c'est une coïncidence ou si effectivement Nostradamus, c'est toujours très difficile de parler d'une clairvoyance rétroactive parce qu'en fait on dit ça, ce qu'il a annoncé, ça s'est vérifié. Donc si je résume pour nos auditeurs, les prophéties, c'est un ouvrage qui a été édité à la mort ou après la mort ou je sais pas, enfin non, de son vivant déjà, oui. De son vivant, donc et ce sont des 1556 peut-être, je ne sais plus la date exacte, mais de son vivant. De son vivant, et c'est un texte, ce sont des textes, un texte assez obscur où se mélange le français, très obscur, où se mélange le latin, le grec et peut-être aussi des pas le grec, non pas le grec, mais c'est une langue, c'est une espèce de français qui semble du latin décalqué. Il y a également des expressions en provençal, il y a des mots qu'on identifie à peine. Donc c'est effectivement très compliqué. Voilà, donc ce sont des textes obscurs, donc rappelons-le bien, qui a donné par la suite des interprétations diverses et variées, certains disant, de l'exégèse, certains disant que Nostradamus a vu le passé, le présent, et d'autres disant qu'il a vu l'avenir, et ensuite après il y a eu des interprétations diverses et variées là-dessus. C'est bien cela? Alors moi je penche vers l'hypothèse sur laquelle en définitive il associe dans cet art de la prédication les trois en même temps. C'est-à-dire qu'à la fois ces quatrains nous parlent du passé, ces quatrains nous parlent du présent et ces quatrains nous parlent du futur. Donc ça complique singulièrement l'interprétation, mais je crois que dans l'esprit de Nostradamus, il y a certainement la conviction que finalement l'esprit transcende le temps. Et au travers d'une sorte de vision intérieure, il peut évoquer à la fois le passé et le futur, on pourrait dire comme se donnant la main, comme étant la même trame humaine. Quel est le quatrain, selon vous, le plus parlant, qui ne laisse aucun soupçon sur une vision de l'avenir? Il n'y en a aucun qui soit assez parlant pour qu'on dise que ça ne laisse place à aucune discussion. Tous les quatrains, on peut dire, de Nostradamus ont été l'objet de polémiques. Alors il y a deux qui sont un peu plus célèbres. Il y en a un qui évoque la mort tragique du roi Henri III en 1559, mais alors Nostradamus était vivant en 1559, mais la prophétie aurait été faite avant, et qui effectivement évoque, alors je ne l'ai pas ici sous les yeux, mais je vais vous le lire. Alors je vais essayer. Alors c'est: le lion jeune, le vieux surmontera, en chant bellique par singulier duel, dans cage d'or les yeux lui crèvera, deux classes puis mourir mort cruelle.
Alors voilà, exactement. Donc c'est une mort très cruelle. Vous savez qu'Henri II, il s'est battu en tournoi, mais évidemment, c'était une compétition, c'était pas une guerre. Le but n'était pas de terrasser un adversaire, mais au fond, de remporter simplement une compétition. Et le chevalier de Montgomery, par un geste maladroit, lui a transpercé, alors non seulement l'œil, mais lui a transpercé également la tête. Oui. De sorte qu'il a fini par mourir, mais au bout de 6 jours, non sans avoir énormément souffert, donc c'est une mort cruelle, comme ça a été dit. Et puis, on suppose qu'il avait un aume en or, d'où cette idée d'encage d'or. Hein. Alors, certains ont dit que c'était... Je crois que c'est là, il y a une certaine crédibilité, en tout cas. Mais vous avez aussi un autre quatrain, que je vais essayer de citer de mémoire, qui est le quatrain qui évoque la fuite du roi Louis XVI à Varennes. Oui. De nuit viendra par la fort de Rennes, je ne sais plus exactement, mais à un moment donné, il évoque une personne qui est Erne la Pierre Blanche. Alors Erne la Pierre Blanche, il faut savoir que c'est le surnom qu'on donnera quand même à Marie-Antoinette. Donc ça donne une certaine crédibilité à cette prophétie. Et il y a le mot Varennes. Je crois que c'est le moine noir en gris dans Varennes, parce qu'il faut savoir que Louis XVI était très discret comme un moine, vous savez, pour ne pas être reconnu comme roi, évidemment. Et le simple fait qu'il y ait le nom Varennes, tout de même, est très troublant. Et très troublant. Alors, il faut savoir... Oui, je voulais retrouver... J'en étais convaincu, ça je vous le donne quand même parce que c'est un argument important, c'est que un des plus grands savants, philosophes, ethnologues, historiens du XXe siècle, qui était à l'Académie française, qui s'appelait Georges Dumézil. Georges Dumézil portait créance aux prophéties de Nostradamus, en particulier à propos de ce quatrain de Varennes. Alors, je voulais retrouver, donc Dominique, de nuit viendra par la forêt de Rennes, de par Voltorte, Erne, la pierre blanche, le moine noir en gris dedans Varennes, est-ce le cap cause tempeste feu sans tranche. Et puis surtout tranche, je crois que le dernier mot que vous avez prononcé est particulièrement convaincant. Oui. Si du moins on prête évidemment créance, parce que c'est toute la question est là, on ne pourra jamais prouver quoi que ce soit dans un sens ou dans un autre, mais le tranche est quand même troublant, parce qu'effectivement, qui a eu la tête tranchée, c'est bien Louis XVI. C'est bien Louis XVI. Donc ça veut dire que c'est une évocation ce serait une évocation de la Révolution, oui. Alors il est vrai qu'au niveau de Nostradamus et des quatrains et de ce qu'on peut en faire dire, on a tout mélangé, parce que on lui a fait prédire la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, le 11 novembre, les tours, enfin bon, je dirais que toutes les années, vous avez les prévisions de Michel de Notre-Dame. À la limite, il a peut-être prédit l'élection de Michel Trump, de Donald Trump. Certains l'ont dit, hein, quelqu'un l'a dit. Bon, si vous voulez, il y a un problème, mais qui est philosophique, que l'historien ne peut pas trancher. Et le problème philosophique est le suivant. Est-ce que ce qu'on peut découvrir dans ces quatrains correspond assez pour qu'il n'y ait pas simplement présomption de hasard? C'est-à-dire, vous savez, si vous faites des prophéties, combien de chances avez-vous de tomber juste? Oui. Alors évidemment, si vous allez voir une personne qui est très âgée, déjà malade, et que vous dites, cette personne, il y a de fortes chances qu'elle meure dans l'année, tout simplement, vous avez évidemment, statistiquement, vous avez une probabilité importante. Donc là, c'est un débat que moi, je peux pas trancher en tant qu'historien, qui relève, on dirait, d'un autre ordre. Et encore aujourd'hui, évidemment, tout dépend, oserais-je dire, des croyances des personnes. C'est-à-dire que certains vont dire, ce ne sont que des coïncidences, et Nostradamus a été assez intelligent pour écrire un texte volontairement opaque pour pouvoir, au fond, se prêter à tout. Ça, c'est le fameux effet Barnum. Oui, c'est-à-dire que si vous êtes très habile, vous pouvez vous adresser à quelqu'un et lui dire des choses de façon, on peut dire souvent en devinant un peu ce que la personne attend ou les dispositions ou les probabilités de ce qui peut arriver. Bon. Et déjà, si vous prédisez à quelqu'un qui va faire une rencontre, la personne va, avec un peu de chance, y croire. Ou si vous dites à quelqu'un, il vous est arrivé quelque chose de fort dans votre vie, la personne va aussitôt interpréter, rapprocher ce que vous dites avec quelque chose qu'elle a vécu. Mais c'est tout simplement une coïncidence parce que vous avez su vous exprimer de façon telle qu'il y a un certain nombre de chances quand même que ça puisse faire tilt. Alors ça, c'est la première, évidemment, la lecture démystifiante de Nostradamus. Et puis, vous avez quand même l'idée qu'il y a chez cet homme
indépendamment même de son génie, on peut dire d'apothicaire, parce qu'il a aussi trouvé des remèdes et des médecines, ça c'est incontestable, qu'il y a chez lui une sorte de vision de l'avenir qui s'exprime au travers de ces quatrains. Je vois que la question reste très ouverte. Je voudrais vous citer quand même deux prédictions qu'on attribue à Nostradamus, car elles sont historiquement très importantes, même si, selon toute vraisemblance, elles ne sont pas de lui, mais d'un autre proche de Catherine de Médicis. La première, c'est qu'on aurait dit à Catherine de Médicis, là encore, c'est on aurait, parce que vous comprenez, c'est un problème aussi de texte. Oui. Vous savez qu'il y a toujours des prédictions rétroactives, c'est-à-dire qu'une fois qu'un événement est arrivé, on fait circuler un texte disant que quelqu'un l'avait prédit. Alors évidemment, c'est très facile que ça puisse coller. Donc, la première chose qui a quelquefois été dite, donc, Catherine de Médicis se serait inquiétée de savoir où elle mourrait, et on lui aurait répondu, garde-toi de Saint-Germain. Oui. Tant que tu es loin de Saint-Germain, tu ne mourras pas. Alors elle a fui, et effectivement, ça on le sait, elle a fui Saint-Germain-l'Auxerrois, qui se trouve à Paris, également Saint-Germain-en-Laye, oui. Et puis elle a vécu au château de Blois. Et un jour, au château de Blois, elle tombe malade, elle a une pneumonie, une pleurésie, elle est en très mauvais état. Et elle se dit, mais non, je ne vais pas mourir, j'ai encore du temps à vivre, puisque je ne suis pas près de Saint-Germain. Et voici quand même que son état empirant, on décide d'appeler un prêtre. Donc un prêtre arrive, elle lui demande son nom, et son nom c'est Monsieur de Saint-Germain. Ça c'est quand même assez... Alors, est-ce vrai, est-ce faux? On n'en sait rien, c'est toujours ça le problème. Mais en tout cas, comme disent les Italiens, c'est non è vero e ben trovato. En tout cas, c'est très suggestif. Et puis, le deuxième épisode, on prête cette prédiction à Nostradamus ou à Cosimo Ruggieri ou à d'autres encore. Vous voyez qu'on est quand même un espace un peu historique, un peu indéterminé. Un jour, elle aurait demandé, mais qu'est-ce qu'il adviendra à mes fils, puisqu'elle avait elle avait 4 fils. Il y en a un qui mourra sans d'ailleurs régner, le fameux duc d'Alençon, qu'on appelle malcontent, puisqu'il était un peu critique vis-à-vis de son frère, ou même très critique vis-à-vis de son frère Henri III. Et puis elle voit dans un miroir, c'est une sorte de prophétie en image, d'abord un tour. Il y a un tour, et chaque tour correspond à une année. Bon. Une année, c'est effectivement le règne de François II, qui sera son premier fils. Et puis le successeur, c'est 14 tours. Donc ça veut dire 14 années. Ce sera Charles IX. Et enfin, Henri III, c'est 15 tours. 1574, 1589, 15 ans. Alors, cette prophétie a-t-elle eu lieu? On n'en sait rien au fond. Vous voyez, on est quand même dans beaucoup de points restent obscurs et mystérieux, mais néanmoins tellement fascinants. Finalement. Tellement fascinant. Si je puis me permettre, Dominique, quel est votre avis intime? Alors, vous savez, l'historien se méfie de donner son avis, parce que je suis historien. Moi, je vous répondrai comme Pascal, qui disait à propos de la foi, il y a assez de lumière pour celui qui veut croire et assez d'obscurité pour celui qui ne le veut pas. Et alors peut-être que justement, nous ne sommes pas dans l'ordre de l'évidence, mais au moins d'une certaine croyance. Croyons-nous qu'il y ait une connaissance possible du futur qui se soit réalisée au travers de prophéties. Ça reste un grand débat, ça reste un grand débat, mais l'historien ne peut pas trancher de toute façon ce genre de questions. Il y a des choses troublantes, indéniablement il y a des choses troublantes, mais l'historien, et c'est vraiment du point de vue de l'historien comme tel ne peut pas, parce qu'on ne peut évidemment jamais rien prouver. Je dirais que ce que vous dites est tellement riche qu'on pourrait avoir d'autres émissions, plusieurs émissions. Ah, ben je souhaite, oui. Et puis je voudrais quand même dire une chose à la fin. J'espère aussi qu'on redécouvrira la figure de Catherine de Médicis, parce que c'est les deux qu'on associe. On associe aussi Michel de l'Hôpital à Catherine de Médicis. Mais c'était une grande pragmatique et une femme très intelligente parce qu'elle n'était pas fanatique. On sait l'épisode de Poissy, lorsqu'elle a voulu vraiment trouver une définition de la foi qui satisfasse à la fois catholique et protestant. C'était quelqu'un ouvert à tous les savoirs, curieuse et en même temps qui refusait l'arrogance, on peut dire, dogmatique.
Nous aurons plaisir à vous accueillir, Dominique, pour parler des grandes figures de l'histoire et de l'ésotérisme. C'est tellement riche, tellement questionnant. Dominique, où peut-on trouver vos écrits, vos réunions? Pouvez-vous nous donner des adresses? Le plus simple, c'est que les personnes intéressées par différentes conférences que je donne, que j'organise, parce qu'évidemment je suis souvent moi-même invité, alors ça je n'en fais pas la liste, parce que les personnes qui m'invitent, qui elles-mêmes font venir le public, mais les conférences que j'organise à Paris se trouvent sur un blog qui s'appelle Activité au pluriel, Activité Dominique Vibrac, V-I-B-R-A-C. Et donc, si vous écrivez sur Google Activité Dominique Vibrac, vous trouvez l'ensemble des choses qui sont organisées. Je mettrai le lien donc sur mon espace au niveau donc de la radio, comme ça tout. C'est très gentil, oui. Moi, je vous en prie, c'est tout à fait normal compte tenu de la richesse de vos connaissances. Donc je mettrai le lien également donc sur mon site, sur Radio Asso, et aussi de vos futures activités et conférences. Et vous faites également des réunions dans le cadre je dirais, de repas, c'est cela? Oui, il y a souvent un repas associé, bien sûr, des repas. Alors, il y a différents types de formules. J'aurais envie quand même de rajouter une chose. Je suis incorrigible, j'aime beaucoup parler, alors je rajoute quelque chose. Ce qui est intéressant aussi à retenir de Nostradamus, c'est que cet homme, alors du point de vue peut-être plus philosophique, cet homme a compris que la vérité nous déborde toujours. Si les quatrains sont obscurs, c'est peut-être aussi pour nous dire, la vérité, elle ne se trouve pas comme ça. La vérité, chacun doit au fond trouver sa propre vérité personnelle. La vérité est toujours au risque de l'interprétation. Ça ne s'impose pas comme un point de vue définitif, décisif, abrupt, contraignant ou violent. Et en ce sens, c'est un vrai humaniste, comme le sera Montaigne. Quelqu'un qui comprend qu'il n'y a rien de pire au fond que les vérités définitives et les dogmes cassants, les doctrines cassantes, dans n'importe quel sens d'ailleurs, mais qu'il faut garder toujours cet esprit d'ouverture vers ce qui nous dépasse, ce qui déborde, ce qu'on comprend maintenant, et le faire avec à la fois beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de force intérieure et aussi d'humilité. C'est quelqu'un qui s'interroge en fait. Exactement. C'est la puissance. Ce qu'on a à découvrir est plus grand que ce qu'on maîtrise et connaît déjà. C'est peut-être ça le véritable homme de science. C'est celui qui reste toujours ouvert sur un développement, un déploiement de sa connaissance. Merci infiniment, Dominique. Merci Sabrina, ce fut un grand plaisir. Vous vous déplacez dans le sud-ouest, notamment vers Montauban? Oui, avec plaisir. J'ai des amis à Caussade qui m'ont invité. Alors je ne sais pas à quelle date ça se fera, mais avec le plus grand des plaisirs. Mais écoutez, nous aurons le plaisir de vous recevoir donc en direct. Si vous venez à Caussade, c'est pas trop loin. D'autant plus que vous êtes très sympathique dans notre région. Oui. C'est une région merveilleuse. J'aime beaucoup Montauban également à cause du peintre Ingres, pour lequel j'ai une certaine prédilection. Et historiquement, Montauban, ça a été une ville protestante, vous savez, d'ailleurs... De résistante. Voilà, c'est ça. Donc, je crois que c'est une ville où on peut être sensible à la dimension du respect de la différence des croyances, notamment religieuses ou spirituelles. La vérité, encore une fois, nous dépasse. On n'en est pas les propriétaires et il n'y a rien de pire que de vouloir se faire la guerre à cause de la part de vérité que l'on possède. C'est ça le message de Nostradamus aussi. Eh bien, écoutez, on vous remercie d'être